Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision, le sommaire. Les candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2022 vont affronter leurs épreuves à partir du lundi 20 juin prochain. Ce mercredi 15 juin, le directeur de l'Office du bac, Alphonse Da Silva, a présenté les statistiques de cette année en présence des ministres Éléonore Yaïla Descamps et Yves Chabikwaro. La commune d'Abomey-Calavi a abrité la phase déconcentrée de 1000 casques offerts par le Royaume du Maroc au Bénin ce jeudi. Le directeur de la CNSR aborde le but visé par cet acte. Pas encore de cas confirmés de la variole de singe au Bénin. Le ministre Benjamin Ompati de la Santé l'a fait savoir hier mercredi. Il a également rassuré l'opinion publique de la riposte du Bénin contre cette maladie. Bienvenue à toutes et à tous. Moins de 24 000 candidats vont composer le lundi prochain le baccalauréat session de juin 2022. Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et son collègue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabikwaro, sont allés à l'office du bac ce mercredi. C'est pour s'enquérir du niveau de préparation de cet examen. Alphonse Da Silva, le directeur de l'office du bac, dresse le bilan et présente les statistiques de cette année. Comme vous le remarquez, depuis les escaliers, nous sommes en plein travaux de conditionnement et de mise en cantine des plis pour le département de l'Atlantique et du littoral, le département de l'Atlantique et du littoral. Hier, nous sommes restés ici jusqu'à 3 heures du matin. Et avec les responsables qui doivent nous convoyer les plis pour le septentrion, pour les centres qui se trouvent dans la Libourie, dans la Donga, etc. Et bon, tout s'est très bien passé, Madame la ministre, Monsieur le ministre. Je voudrais qu'au nom du gouvernement, vous puissiez remercier vraiment le chef d'état-major qui a mis tous les moyens à notre disposition pour que tout se passe très bien. Nous sommes fin prêts, donc nous sommes en déblayage en quelque sorte pour les derniers préparatifs. Les compositions écrites du baccalauréat session de juin 2022 démarrent à partir de lundi 20 juin 2022. Elles auront lieu dans 133 centres de composition dans lesquels sont répartis les 77 416 candidats contre 82 958 en 2021, soit un taux de régression de 6,66%. Et c'est un taux de régression, ce n'est pas un taux de régression du travail, mais c'est un taux de sédimentation, c'est-à-dire et il y a eu un fort taux l'année dernière et évidemment on comprend bien qu'il y ait cette baisse cette année. Cette édition vient après le taux de 64,40% de l'année dernière, ce qui montre que les réformes du gouvernement dans le secteur de l'éducation portent déjà ses fruits. Malgré la diminution constante du nombre de candidats, les effectifs des séries de l'enseignement technique ne font que croître. Et là, vraiment, c'est une satisfaction parce que nous avons besoin des séries techniques pour développer notre pays. C'est vrai, il faut aussi les séries linguistiques, les séries des sciences humaines. Alors, c'est ainsi qu'en mathématiques et techniques, en 2020, il y avait 33 candidats et 34 candidats. En 2021, 25. Et cette année, nous avons 23 candidats. Il y a une certaine baisse. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de construction mécanique, F1. 174 candidats en 2020, 181 candidats en 2021 et 192 candidats cette année. En électronique, c'est-à-dire F2, nous avons aussi une montée, c'est-à-dire un accroissement des candidats
qui va jusqu'à 113 candidats cette année. En électronique, nous avons 1738 candidats, alors que l'année dernière, c'était 1409 candidats. En F4, série génie civil, nous avons 1711 candidats, alors que l'année dernière, c'était à 1499. Les préparatifs du baccalauréat 2022 vont bon train. On peut noter que les travaux sensibles sont totalement achevés, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Le matériel lourd est totalement déployé comme de coutume grâce à l'appui de l'armée. Les fonds sont entièrement mobilisés. Les chefs de centre sont en train de recevoir les dernières instructions. Vous les avez rencontrés tout à l'heure, les superviseurs. Les candidats, les surveillants sont déjà en possession de leur convocation. Le matériel sensible est en cours d'acheminement pour être sécurisé dans les commissariats. Yves Chabikwaro, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, félicite le DOB et son équipe pour le travail déjà abattu. Il rassure par ailleurs les candidats et leurs parents des dispositions prises par le gouvernement pour un bon déroulement du baccalauréat 2022. Le point que vous venez de faire, nous n'avons pas de doute que vous et votre équipe avez, comme d'habitude, pris réellement les choses en main comme cela se doit. Nous n'avons pas d'inquiétude, nous savons que les choses se passeront très bien. Je voudrais vous rassurer que du côté des candidats que nous mettons à votre disposition, là également, toutes les dispositions sont prises. Nous sommes assurés que les programmes ont été déroulés à 100%. Nous nous sommes rassurés que l'équipe d'encadrement a fait son travail avec les remédiations nécessaires lorsqu'il y a de petits soucis. Donc, c'est des candidats qui sont réellement prêts à affronter les épreuves. Nous nous sommes rassurés avec vos équipes sur le terrain que les centres qui ont été choisis pour abriter les examens, ces centres sont également prêts. Alors, les parents d'élèves peuvent être confiants que nos deux ministères respectifs, sous votre houlette, Monsieur le directeur de l'Office du baccalauréat, ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que le baccalauréat se passe très bien. En venant ici ce matin, nous avons entendu quelques bruits de cantines. Je crois bien que c'est des cantines. Voilà. Ça, c'est des indicateurs de ce que les préparatifs continuent. C'est des indicateurs de ce que les derniers réglages sont en train d'être faits. Parce que les derniers réglages, c'est le matériel sensible. Et quand on parle de matériel sensible, c'est les cantines. Et personnellement, je suis vraiment rassuré. Je voudrais donc vous dire félicitations. Félicitations à toute votre équipe, Monsieur le DOB. Merci. Pour sa part, Éléonore Yaïla-Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, tire un satisfecit au directeur de l'Office du bac. Mesdames et messieurs, à la suite de la clarification très encourageante donnée par Monsieur le DOB et l'intervention de Monsieur le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle sur le niveau de préparation des candidats, un niveau très encourageant qui démontre encore une fois que le gouvernement sait toujours anticiper et sait toujours se positionner au bon endroit pour donner toute l'énergie nécessaire pour propulser à une bonne avancée de ce que nous faisons au niveau de la République. Donc après ces présentations qui sont très encourageantes, en tant que structure qui organise l'examen du baccalauréat, je ne peux que émettre
motif de satisfaction. Et dire que notre satisfaction ne sera totale qu'à l'issue de ce processus. Le processus comporte beaucoup d'étapes. Il y a l'étape de préalable, il y a l'étape de déroulement proprement dit et l'étape des corrections et des travaux qui conduiront à la délibération finale. Ce n'est pas la première fois. Nous sommes avec des sachants, nous sommes avec des personnes très averties qui savent prendre leurs responsabilités quand il le faut et qui savent le faire très bien. Je voudrais m'inscrire dans la même dynamique que Monsieur le ministre des Enseignements secondaires pour constater avec beaucoup d'admiration l'engouement vers les séries techniques et en même temps la nécessité de voir les séries qui sont en tendance baissière afin que nous comprenions ce qui pourrait justifier cette évolution. Le gouvernement met tous les moyens afin que nous puissions encourager nos jeunes vers des matières, les séries qui leur faciliteront une meilleure insertion professionnelle. C'est vrai, les autres séries également participent largement à cette insertion professionnelle, mais nous avons le devoir d'observer le niveau de saturation de ces séries et de faire une meilleure orientation de nos différents candidats. Donc, Monsieur le DOB, ainsi que toute votre équipe, je voudrais saluer ce travail harassant, ce travail de longue haleine que vous êtes habitués à faire et vous encourager à maintenir le cap pour nos différents candidats à cet examen. Et nous constatons que le niveau a baissé en termes d'effectifs de 6,66% si j'ai bien gardé. Et cela ne traduit pas un désintérêt, cela traduit plutôt un meilleur assainissement de tout le processus de façon à éviter les candidatures fantaisistes. En conférence de presse ce mercredi 15 juin 2022, le ministre de la Santé a donné des nouvelles des 2 cas suspects de la variole de singe détectés au Bénin. Selon Benjamin Ompati, il n'y a pas de péril en la demeure. Le Bénin prend des dispositions pour mener une riposte efficace à cette maladie. Dans tous les cas de figure, le Bénin est prêt à faire face à cette éventuelle nouvelle maladie, a-t-il dit. Benjamin Ompati a ajouté qu'en ce qui concerne les gestes barrières, le lavage de mains est de mise. La variole du singe se transmet à l'homme par contact avec une personne, un animal ou un objet porteur du virus. Selon le site des Nations Unies, elle peut être contractée par contact direct avec le sang, les fluides corporels ou les lésions cutanées d'un animal infecté. Parmi ces animaux qui la transmettent, on trouve différents rongeurs et primates. La Caisse nationale de sécurité sociale CNSR a entamé dans la matinée de ce jeudi 16 juin à Abomey-Calavi la phase déconcentrée de 1000 casques offerts par le Royaume du Maroc à la République du Bénin par l'entremise du gouvernement béninois. Ces casques homologués répondent bien aux normes internationales de fabrication et de sécurité. Le directeur de la CNSR a évoqué au micro de Colombe Oussou l'objectif de cette campagne de formation et de sensibilisation via les casques. L'objectif que nous visons n'est rien d'autre que d'enseigner les bonnes pratiques, d'expliquer aux gens que porter de casque, c'est mieux. Porter de casque homologué, c'est encore plus sûr. Alors, nous avions, sur l'instruction du ministre des Infrastructures et des Transports, décidé d'engager ce jour la campagne d'information et de sensibilisation via ces casques. Nous avions ciblé les villes dont le taux de motorisation se retrouve être fort, avec à la clé des accidents que nous enregistrons tous les jours. Et donc notre objectif, c'était d'aider les conducteurs de taxi moto à travers leurs représentants à ce qu'ils publient la bonne nouvelle qu'il est important et essentiel qu'on puisse porter de casque avant de se mettre sur la route. Qu'on ne porte pas de casque seul, mais qu'on soit également sûr
que celui qu'on a remorqué porte le casque. Parce que les traumatismes que nous enregistrons sont lésions et participent aujourd'hui des indicateurs au niveau des Nations Unies. Nous avions été instruits pour renforcer la sensibilisation, surtout dans les pays africains. Les critères que nous avions choisis sont des critères objectifs et pertinents, que tous les départements, dont les indicateurs en termes de statistiques d'accidents, ont montré qu'il y a beaucoup de cas qui sont impliqués. On a ciblé pour que ce soit les représentants des syndicats de ces départements, en plus des ONG, pour en servir de matériel pédagogique. Nous avions, sur la base des statistiques, enregistré, et l'indicateur probant, c'est le taux de motorisation. C'est ça qui donne à l'élévation de risque. Vous aviez la ville d'Aroubé-Calavi, vous aviez la ville de Cotonou, vous avez la ville de Porto-Novo, vous avez la ville de Boycon, la ville de Djougou, la ville de Parakou, la ville de Lokossa. Voilà, du point de vue indicateur statistique, ceux dont nous sommes obligés de commencer par eux. Les autres vont revenir. Interpellé le samedi 11 juin dernier à 7h dans le département du Zou pour exercice illégal de la médecine, un homme et sa femme ont été arrêtés, fermés depuis quelques jours sur instruction du médecin-chef de la zone sanitaire de Djidja. La clinique du couple continuait d'offrir illégalement des soins. Le pot rose a été découvert grâce à un infirmier du centre de santé de Seto. Les agents de police du commissariat de Seto sont descendus sur les lieux le samedi 11 juin dernier vers 19h30. Plusieurs médicaments et matériels médicaux ont été saisis. Le responsable de la clinique, le sieur Jérôme, inspecteur d'action sanitaire à la retraite, a été interpellé ainsi que son épouse Edwige. Une enquête est ouverte à cet effet. Utilisé dans l'industrie de la mode comme substitut des bijoux par les jeunes comme outil de séduction, le tatouage s'impose dans nos sociétés comme un véritable phénomène de mode. Interrogé sur le sujet, Ludovic Ntia, docteur en socio-anthropologie, estime que le tatouage relève aussi de la culture de certains peuples. Il est au micro de Bassirat Mustafa, Achille Huenou et Hermione Rumponou. Suivons ensemble. Parlant du tatouage, vous savez, il faut relativiser parce que le tatouage aujourd'hui, quand vous parlez de la mode, il faut d'abord parler du tatouage en tant que représentation. Et selon la façon dont chaque personne, chaque individu se représente le tatouage, on peut dire qu'on peut relativiser par rapport à la continuation de se tatouer ou pas. Et quand nous abordons le thème de représentation, vous savez, le tatouage peut être représenté comme un art. Vous voyez, lorsque quelqu'un voit le tatouage comme un art, comme une représentation de soi ou comme une représentation d'un choix, et on peut s'attendre à la continuation du tatouage. Mais lorsque, par exemple, on prend le tatouage comme cette fantaisie, où les jeunes aujourd'hui peut-être observent le tatouage comme quelque chose de copié, par rapport à ce qu'ils voient peut-être sur les médias, à travers les réseaux sociaux, avec les films qu'on a l'habitude de voir où dans les gangs, il y a des tatouages qui se font. Parfois, les jeunes ne connaissent même pas les significations des tatouages, mais parce qu'ils ont vu un gang et ils se retrouvent peut-être dans des situations où ils croient être peut-être maîtres de ses pairs, se mettent à se tatouer en désordre. On peut chercher à sensibiliser à ce que les gens arrêtent de faire des tatouages dont ils ne connaissent même pas souvent les significations. Au Bénin, ici, dans certaines communautés, le tatouage est accepté. Vous voyez, le tatouage est accepté parce que c'est une pratique culturelle, c'est une pratique liée à l'identité même de ces personnes-là qui se tatouent, donc de ces femmes qui se tatouent. Vous prenez la communauté Peul par exemple, le tatouage c'est normal chez les Peuls parce que ça permet à la femme Peul d'exprimer sa beauté. Ça permet à la femme Peul de s'embellir. Donc on peut voir le tatouage dans ce sens-là comme un art. Chez les Beta-Maribé par exemple aussi, le tatouage a toujours été dans la culture Otamari.
Et les femmes Betamarbe pratiquent le tatouage pour exprimer leur beauté, pour embellir leur corps. C'est la même chose chez les Peuls. Et il y a beaucoup d'autres groupes sociolinguistiques dans lesquels le tatouage n'est pas vu comme tout de suite un dessin qui expose la femme à la prostitution. Mais, comme vous le savez, il y a des tatouages qui, lorsque les gens voient ces tatouages-là, lorsqu'on voit ce tatouage sous le corps, ça donne une autre impression de la personne. Et c'est cette interprétation que l'autre peut avoir de ce tatouage qu'il y a sur le corps de cette femme ou sur le corps de cet individu qui pose souvent problème. C'est un peu ça. La divinité Tronkwetorika Alafia est une divinité protectrice selon Runongan Tito. Elle permet de bénéficier des grâces de la vie. Il s'explique plus davantage au micro de Jacques Marion d'Almeida. Le tronc est une divinité protectrice qui te guide dans la vie pour ne pas transgresser, les lois de la nature. Est-ce que vous voyez? Donc, tronc avec la loi de Kola qui nous permet de communiquer avec le Créateur à travers le tronc. Ça, quand tu pratiques ça, normalement, quelqu'un qui est très nerveux, quelqu'un qui a un comportement hors du commun, quand il pratique le tronc, lui-même, il va commencer par se retrouver. N'est-ce pas? Il va commencer par se retrouver. S'il est quelqu'un de très méchant, il va commencer par se corriger. Et surtout, le tronc ne fait pas du mal à quelqu'un. Un tronc ou non, tel que moi je connais, parce que je sais, maintenant là, il y a tellement de Runo aujourd'hui, bon, que moi je ne maîtrise pas, hein, mais ce que moi je sais, ce que Runogan Papa Diado m'a donné depuis bientôt 45 ans, m'a donné, ça a un seul objectif, le bien-être de soi-même et le bien-être de son entourage. Donc, nous, on n'a pas une recette pour dire, bon voilà, cette personne-là me veut du mal, moi aussi je vais lui envoyer de mauvais sorts. Non, ça n'existe pas. C'est pour cela que nous devons respecter les lois de la nature qui sont presque similaires au commandement de Dieu qu'on nous a appris à l'école, n'est-ce pas? Voilà, donc le tronc c'est ça. Non. Tronc a une pierre, hein, carrée ou triangulaire, que nous avons mis dans son couvent pendant des jours, qui nous a indiqué. Même si vous n'êtes pas initié, vous n'avez pas besoin d'être initié. Mais il y a des noms, quand vous prenez cette pierre-là et que vous tenez direct comme ça, hein, et vous prononcez les noms de tronc, les noms sacrés, les noms puissants de tronc, parce que depuis là on parle de tronc, mais il y a des noms que moi je ne peux pas vous prononcer ici maintenant. Ce n'est pas que ça va vous faire du mal, hein. Pas du tout. Mais si je vous prononce ça, nous sommes obligés d'aller nous laver les mains. Est-ce que vous voyez? Donc voilà. Donc avec ces noms-là et cette pierre-là, si vous prenez ça et que vous avez un objectif, il faut avoir un objectif. Il ne faut pas avoir plusieurs objectifs à la fois. Il faut avoir un objectif précis. Vous dites, mais maintenant, au nom de tronc, avec les noms que je vous ai un peu épargnés, et vous dites, cette année, moi je vais obtenir cela par vous appeler le nom de tronc en question. Et puis maintenant, vous prononcez maintenant les noms des Runo, surtout Papa Diado. Moi je m'appelle Nogan Saint Tito. Vous appelez mon nom Saint Tito. Ah, moi je suis sûr que nous on a fait ça en novembre. On a déjà eu beaucoup de témoignages à l'interne comme à l'externe. Donc comme madame a dit, la parole est très puissante. Et pour que la parole soit puissante, il faut que nous-mêmes, dans notre propre intérieur, nous soyons saints.
Tu ne peux pas être en train de demander quelque chose et puis toi-même tu cherches du mal à ton prochain, tu fais du mal à ton prochain, ce que la nature a refusé, toi tu fais ça et tu demandes à la nature maintenant d'exaucer tes vœux là. Vous voyez bien que ce n'est pas correct. Vous trouvez ça dans la politique. Vous allez trouver ça au niveau des royaumes, hein, qui vont dire qu'ils sont des rois. Vous allez trouver, bon, on ne sait pas même, on ne sait même plus. Ça n'a plus, il y a 40 ans, hein, l'organisation qu'il y avait avec les anciens qui ont amené le trône au Bénin ici, là, ce n'est plus ça. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je demeure tel que Papa Diallo ce qu'il m'a enseigné. Et moi, je ne me plains pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris le trône pour devenir le plus puissant du monde. Je n'ai pas pris le trône pour devenir le plus riche du monde. Pour moi, le bien-être de ma petite famille, le bien-être de ceux qui ont, par mon intermédiaire, ont connu le trône, hein, leur bien-être, moi, c'est tout mon problème, ça. La 24e et dernière journée de la Super League Pro a été bénéfique pour AEMA FC. Elle s'est offerte une dernière victoire face à Panthère FC ce mercredi 15 juin au stade municipal de Kobe sur le score étriqué de 1-0. Je vous invite à suivre le récit de cette rencontre avec Colombe Oussou. AEMA FC a fini le championnat national en beauté. Les protégés de Pedro AEMA ont battu leur homologue de Panthère FC sur le score étriqué d'1-0. Un succès qui s'est dessiné au cours de la deuxième partie du jeu. À la 60e minute, Yakubu Abrakim inscrit le but du break pour AEMA. Les joueurs de Panthère FC vont tenter de revenir au score, mais rien n'y fit jusqu'au coup de sifflet final. L'objectif était de gagner les 2 matchs qui nous restaient et l'objectif est atteint. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Bonne soirée et rendez-vous demain.